Comment on a fait pour pas trouver là? Alors, Ah voilà, 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 voilà. Regarde. Qu'est-ce qu'on se gare? Bah, on peut aller sonner le truc, je pense qu'on pourra rentrer dedans. ouais, ok. Ben, moi je m'appelle Pierrick. En fait, je suis street artiste, graffiteur, enfin, même si maintenant je dis que je fais plus de la peinture qu'autre chose. En fait, je suis artiste résident à la Demeure du Chaos. Et globalement, ça fait 20 ans que que j'ai commencé à faire du graffiti et 10 ans que j'ai commencé à en vivre. Et, à peu près 4 ans que je travaille à la Demeure du Chaos. Thierry m'a invité à l'époque, ça a été une rencontre faite par hasard, à amener un peu ma perception. Déjà on s'est retrouvé sur tout ce qui était univers SF, littérature et cinématographique. Et Thierry m'a invité à amener ma touche personnelle et puis aussi un peu la culture street art. Pas simplement en peignant, mais aussi en invitant des gens qui moi me paraissaient intéressants par leur recherche graphique, par ce qu'ils disaient, par leur univers. Donc mon travail ici c'est peindre, mais aussi entre guillemets faire un peu de direction artistique, en tout cas sur tout ce qui concerne le street art. Aujourd'hui je parle plus de graffiti, et bien de street art, parce qu'il y a un média qui est la rue, qui est à ciel ouvert, et ensuite des techniques qui sont tellement différentes qu'on ne peut plus la limiter simplement au graffiti. Donc voilà un peu ce qui est mon domaine d'activité ici. J'ai deux réponses à ça. La première, c'est que le chaos, c'est pas forcément négatif pour répondre à ta question. C'est ce que je dis en général. Forcément, on vient ici, et c'est ce que je dis pendant mes visites. Ce qu'on voit en premier, et c'est normal, on voit la destruction. Mais le chaos, c'est pas simplement ça. C'est une théorie qui est mathématique, alchimique, philosophique. On parle de chaos originel pour la création de l'univers. Voilà, je renvoie à cette référence. C'est-à-dire que là, le chaos, c'est effectivement la destruction de quelque chose, les 30 glorieuses, les enjeux de nos sociétés du XXe siècle, mais c'est aussi la création de quelque chose. La fin d'un monde tel qu'on le connaissait, mais le début d'un monde qu'on œuvre à construire tous les jours. Un monde, la famille de demain, déjà à la fin du XXe siècle, n'était déjà pas la famille, les valeurs familiales du XIXe ou du début du XXe. Les enjeux économiques avec le crash boursier qui se passe actuellement et la fin du capitalisme. Voilà, on est des grands optimistes parce que je fais souvent référence au début du XXe siècle avec la révolution industrielle. Exode des campagnes, il y a eu des tas de problèmes socio-économiques, en plus on a connu les deux guerres. Donc ça, effectivement, c'est pessimiste, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé les 30 Glorieuses, l'abolition de la peine de mort, enfin je peux en citer des tonnes et des tonnes. Et une société aujourd'hui, quand même, où les droits de l'homme sont un peu plus respectés, même si, entre guillemets, il y a un retour à l'obscurantisme. Je veux dire qu'au 19e, je veux dire l'abolition de l'esclavage, des tas de choses, enfin, on pourrait en citer des tas et des tas, même si l'esclavage moderne existe encore, mais c'est aboli officiellement. Et puis artistiquement, parce que c'est aussi mon fer de lance, ça a vu la première création de la peinture abstraite, Kandinsky, 1910, Warhol, Duchamp, des gens qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont ouvert l'esprit. On est quand même un peu moins, je pense, abrutis qu'il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles. J'espère, même si encore une fois il y a un retour à l'obscurantisme. Mais bon, c'est des cycles, de toute façon il faut l'accepter en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, mais il faut l'accepter en tant que tel. Donc ne pas être pessimiste.
problème, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on a été condamné en première instance. Donc si tu veux, on a gagné notre côté parce qu'on est reconnu comme étant une œuvre d'art. Ouais. Donc il y a une législation française, européenne et internationale aussi, C'est clair. ce qui est bien, mais enfin bon, vu comme la France se fait taper sur les doigts régulièrement parce qu'elle ne respecte rien, je me dis que ça serait une chose de plus. Et en fait, il y a un double truc qui s'est passé, c'est qu'on a été condamné à 200 000 € d'amende. Et en fait, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi de récidive. Ouais. Ce que je disais, vraiment le truc à l'américaine. Il y a eu un fait divers là-dessus, un mec qui était SDF, qui a volé une orange sur un étalage, qui a été condamné. Et le mec a été en prison parce qu'il a revolé une orange à l'étalage pour bouffer. C'est un peu le même principe ici. Oui. Et donc quand on a été condamné et qu'on est recondamné pour des mêmes faits, tu tombes dans le droit pénal et là tu risques de la prison ferme. Ouais. Et donc, je suis en train de peindre, là j'ai pas fini, Socrate aussi. Enfin une des représentations de Socrate connu, c'est le buste du Louvre d'ailleurs. Et en fait, je le peins, c'est pas anodin, c'est parce qu'en fait c'est le premier procès pour délit d'opinion de l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Socrate? C'est en fait, Socrate à l'époque ne faisait pas payer l'enseignement de la philosophie. Et il faisait ça par passion, il vivait dans la pauvreté la plus totale. Enfin, il était reçu par des gens chez qui il dispensait son savoir. Et à l'époque, ça emmerdait beaucoup de monde parce qu'il y avait les sophistes qui enseignaient la rhétorique, l'art d'avoir toujours raison, quoi. Et vu que Socrate ne faisait pas payer, ça dérangeait. Et à l'époque, d'ailleurs, dans Apologie de Platon, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'on l'accuse de pervertir les esprits. Nous, on a déjà entendu ça ici. Hein. Donc, c'était juste un peu, voilà, clin d'œil civilisationnel, on va dire. Mais j'ai encore un petit peu de boulot devant. Mais bon, voilà quoi. Il y a Banksy, que j'aimerais bien inviter ici, mais je suis passé par Dame en Allemagne qui m'a dit, même Dame, tu vois, m'a dit je suis passé par son agent, enfin le mec est inaccessible. Et voilà, on invite des gens ponctuellement, soit des gens nous proposent des trucs et ça correspond, tu vois, à les travaux en cours, soit carrément, tu vois, j'ai invité Jace pour la Borderline Biennale aussi, et parce que voilà. C'est des mecs qui nous ouvrent la tronche et ont une vraie démarche artistique avant-garde. Jace il fait pas du graffiti pour du graffiti, ça m'emmerde le graffiti pour le graffiti. C'est affolant. Et là donc on est 3 en résidence régulière. Donc tu as le mec qui a repris, qui fait les portraits, qui a fait Lévi-Strauss, Foucault, lui je sais plus qui c'est. Et on a une artiste chinoise, mais là il est reparti en Chine pour l'instant, qui revient d'ici 6 mois. Qui nous a fait tout ce qui est calligraphie et des petites scénettes aussi. Comme ça, ouais. Voilà. Okay. Mais plus... Elle, on l'a invitée, enfin tu vois, elle est résidente parce que on veut qu'elle amène un peu tout ce qui est culture orientale, enfin extrêmement orientale. Et donc tout ce qui est voilà, culturel, asiatique. Parce qu'aujourd'hui la Chine se réveille. Donc voilà, c'est un vrai enjeu. Voilà, les gens veulent des informations datées, mais des informations actuelles. Et c'est là que ça devient intéressant aussi, parce que on accuse Thierry de tous les maux. On lui a accusé aussi d'avoir la main mise sur le marché de l'art. Thierry, il a dit, moi je vends de l'information. Si tu es artiste, moi je donne une cote. Si tu es artiste, que tu veux vendre moins cher, tu es totalement libre. Si tu es un mec qui achète de l'art et que tu veux acheter plus cher, tu es totalement libre aussi. Moi je te donne le cours d'une œuvre. C'est une information. Après, tu l'achètes, tu la vends le prix que tu veux, quoi. Enfin, c'est pas avoir la main mise, ça. Enfin, mais tu vois, comme il y a une espèce de paranoïa aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de Thierry. Mais qui est plus de l'ordre des institutionnels. Par exemple, Christie's intente un procès à Thierry. Et ça, on sait pourquoi, parce qu'il a grillé la première place devant Christie's.
qui détenait la place historique, parce qu'il a toujours été leader, depuis janvier 2006. Donc ils l'ont un peu en travers, quoi. Donc ils essayent par tous les moyens, tu vois, d'attaquer. C'est le milieu de l'économie, tu sais. Dès qu'il y a du pognon. Et c'est là que c'est marrant, parce que vous allez voir que la salle des archives, en fait, est tout en haut. Donc en fait, les salariés passent chez Terry régulièrement. Voilà. La salle de réception, très confortable, très bien. Salut. Ça va? Donc voilà en fait les archives, enfin là c'est la partie 19 et 20e siècle. Donc des catalogues de vente et livres d'art. Probablement, mais pour que vous voyez un peu que là aussi c'est traité de la même manière. Et en fait le truc c'est qu'avant tu avais accès simplement à de l'information. Donc quand tu parles d'une œuvre d'art, tu dis la toile fait machin temps par temps, quelle technique, etc. T'es tout sauf les gueules de la tôle. Ben voilà, c'est un peu difficile, ces informations techniques c'est sympa, mais quand t'as pas l'image, et là c'est le truc qui est assez révolutionnaire, c'est que maintenant en plus tu auras l'image, et quand je disais il y a eu un travail de mémoire, c'est-à-dire qu'avant les œuvres d'art, ça apparaissait, disparaissait, on savait pas vraiment. Là il y a vraiment une traçabilité, donc les œuvres peuvent plus disparaître dans la nature comme ça. Donc il y a aussi ce travail-là, quoi. Voilà. On va redescendre. Alors il y a plusieurs artistes qui sont intervenus. Il y a Ben Vautier qui a travaillé ici. Il y a un artiste qui s'appelle Nicolas Delprat qui a fait avec Thierry tout ce qui est installation monumentale. Je pense que, alors je ne saurais pas te répondre exactement, mais je pense que c'est lui qui a bossé là-dessus. Et qui a fait Picoil à l'entrée, le truc un peu Mad Max avec les bidons d'essence. Ouais. Voilà. On va redescendre par là. C'est une espagnole qui me parle allemand avec des souliers en anglais, si tu veux, donc c'est un peu le bordel. Quand même. Et parce qu'en fin de compte, on a unifié beaucoup de données de l'histoire de l'art, mais qui étaient assez dispersées. Par exemple, on gère 1 800 000 biographies d'artistes. Et on a entre guillemets ressuscité pratiquement près de 750 000 artistes dont on avait perdu toute trace, quoi. Entre autres, tout ce qui est 13e, 14e, 15e. Il y a beaucoup d'homonymies, puis d'absence d'écrit, pratiquement. Ouais, donc c'est... Oui, puis je parlais d'un prince image aussi, parce que c'est super. Il y a 115 millions d'œuvres d'art en haute définition photo. Voilà. Et la seule machine en bas, il faut savoir que non, la demeure du chaos en même temps est triptyque parce qu'il y a aussi une vie de la demeure du chaos sur Internet. Quand je regardais là, le dossier pour la Cour d'appel de Grenoble à la cassation, on a 478 000 sites qui ne sont pas de nous, qui parlent de la demeure du chaos. Donc entre Abode of Chaos et demeure du chaos. Et donc en fin de compte, elle a une vie seconde. Ce qui est intéressant, et on est en train d'écrire le 5e ouvrage qui s'appelle La demeure philosophale, qui consiste à dire que serait devenu la demeure du chaos s'il n'y avait pas eu Internet. On aurait mis certainement 20 ou 30 ans de plus. Et en fin de compte, il y a une vraie vie à part. Là, je regardais par exemple la journal belge qui a travaillé entièrement que sur Internet à distance, la fameuse belgeo-espagnolo-allemande, qui écrit en anglais, ça simplifie le tout. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'Internet permet de diffuser. On a surtout beaucoup produit de vidéos, de photos. On a une banque de données de près de 18 000 photos qui ont pallié toutes les œuvres de 99 aujourd'hui. Donc il y a un énorme travail de cartographie, de catalogue raisonné en ligne, quoi, pratiquement. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un autre pendant, quoi. C'est-à-dire que la lutte continue sur l'Internet. Puis quant à l'État français, il est devenu réellement enragé. Là, ça chauffe de plus en plus, quoi. Ouais, j'ai tenté d'expliquer un peu. Là, ça prend des tournures entre la peine planchée, récidive, tout ce qui s'ensuit. On est vraiment arrivé là dans un obstacle où l'État républicain est à bout de souffle. Donc là, ils utilisent maintenant les derniers moyens, c'est-à-dire administratifs, fiscaux, pénaux, incarcération, garde à vue, tout le bordel, quoi.
Et c'est, enfin, ce que je disais, c'est la garde des Sceaux qui vous a, Ouais. pour le Ah oui, jugement, parce que j'ai oublié de parler de ta fameuse garde à vue. Non, il Ah, il y a une garde à vue. oui. Non, mais il y a un obstacle là. On est arrivé vraiment dans un système. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un haut représentant de l'administration qui finalement l'a bien dit. Il a dit c'est un État dans l'État. Donc par nature, non supportable. Et donc par exemple, on a un passage, on a vérifié, on l'avait constaté, mais on a un passage hélico de 11h30, 15h30. Et on leur a quand même demandé le coût quand même. Et donc on a eu quelques photos, ce qui est con d'ailleurs, parce que dans notre iconographie, ce serait sympa de nous filer des photos, surtout qu'on est dans une zone militaire, et donc c'est incroyable, ça veut dire que vraiment, dès qu'il y a un schéma qui leur semble leur résister, voilà. Non, puis les moyens Les moyens déployés, c'est hallucinant. Il y a 2 hélicos, un qui tournait et un qui était en géostationnaire la dernière fois. Mais les moyens même, chaque fois qu'il y a des manifs ou ailleurs, c'est... Ils ne J'imaginais comprennent pas. que ça allait aussi loin que ça, Hein avec les hélicos et tout. Ah non mais les moyens, le budget alloué sur l'année 2007, on a pu avoir un chiffre officieux qui est l'ordre de pratiquement 650-700 000 euros. Quoi. Non, c'est... Pour chacun livre, on t'avoue, il est intéressant, mais ce qu'il faudrait, vous devriez essayer de trouver un Abode of Chaos. Tu demandes à... On les a. Vous les avez en couleur. Je vous avais donné l'année. Prenez celui-là, c'est vraiment de la bombe, il est très intéressant parce qu'on a fait parler 1800 personnes. On a fait un focus histoire de l'art, focus sociologue, et finalement les témoignages, c'est ce qui fait le plus mal à la tête, quoi. Voilà, puis Gros bobo de tête, quoi. on a vu quelques commentaires, c'est marrant. Il y a des bons, hein. Ah, c'est sympa. Et là, quand on a regardé, il n'y a que les cathédrales qui me font des choses comme ça, il y a vraiment des commentaires. Ouais, quoi. Ça, c'est... Ouais. Donc ça prouve bien que ce soit, vous le voyez vous en Suisse ou ailleurs, hein, ça prouve bien que de partout, de toute façon il y a un vrai courant hein, aujourd'hui de reprise en main des États, et dès qu'un système leur échappe, moi je vois encore là, Blair, le successeur de Blair, Gordon Brown vient de se faire retaguer, mais il voulait quand même mettre une garde à vue de 90 jours en matière, non pas de terrorisme, mais de réunion. De réunion d'individus, enfin c'est ce qu'on appelle le terrorisme mental, c'est-à-dire toute personne qui consisterait à réfléchir ou à conceptualiser, c'est Minority Report. Hein. Et de plus en plus, nous on le voit sur le plan juridique, au nom de ma vocation de plasticien, je suis juriste, et je constate de plus en plus que tous les textes de loi, qu'ils soient européens, qu'ils soient suisses, qu'ils soient même dans des pays comme l'habeas corpus, en Angleterre, de plus en plus on est en train de codifier l'acte pénal dans ce qui précède le crime, c'est-à-dire dans ce qui est du domaine de la pensée. Alors que jusqu'à présent, quand même, l'ensemble des pays dits civilisés admettaient que le crime se manifestait dans son incarnation quand il y avait passage à l'acte, ou même début du passage à l'acte. Et maintenant, on est bien avant le passage à l'acte, on est dans le concept. Dans le concept, à mon avis, tous dans cette salle, on t'a mis tous au news ce soir. Voilà. C'est pas Saint-Augustin qui disait que c'était péché, même simplement le fait d'avoir pensé. Ah bah bien sûr, oui, c'est très... C'est joli. Ah, je veux dire, c'est ça quoi. Non mais ça devient vraiment. Et la grosse connerie, c'est quand moi ça me fait penser à autre chose. Il y a 20 ans, quand j'étais en Amérique du Sud, je me disais mais putain, mais comment ces mecs ils ont pu se gaufrer des régimes militaires? Comment ça a pu arriver? Et c'est vrai que quand on allait dans des pays vraiment fâches, on disait mais voilà qu'on comprenait pas. Mais finalement, avec du recul, on t'avoue, c'est le cas de le dire, on comprend que ça arrive progressivement. Nous en France, par exemple, il y a un truc qui est super avec Sarko, c'est qu'à chaque fois il prend une problématique sociétale dans laquelle tout le monde est d'accord. Et le texte qui légifère par derrière muselle les gens. Par exemple, moi, je vois on a une agence de presse entre autres dans le groupe, il y a un truc, il y a des gamins qui se donnent des bastons entre eux, et ils filment en vidéo, enfin, avec des portables. Tous les parents sont d'accord en disant, évidemment, le gamin peut déguster, il peut même aller jusqu'à clepser, donc forcément c'est bien légiféré. Tout le monde est d'accord. À part que quand il légifère, le texte de loi dit qu'en fin de compte, même un journaliste qui filmerait une arrestation policière musclée, serait lui-même dans le texte de loi parce qu'il reporterait une violence. Subtil. Et des comme ça, il y en a des kilomètres. Et donc, peu à peu, ça fait des tas de textes où il n'y a pas d'opposition, rien du tout, et ça s'accumule. C'est comme la notion de terrorisme, c'est complètement... C'est pour ça qu'on n'avait pas d'ailleurs dans la rue tous les mouvements de résistance. Et on a pris aussi certains héros qui sont vécus comme des terroristes. C'est dommage parce qu'on n'a pas retourné, on a dû prendre Jean Moulin en France. Et je veux dire, selon le camp dans lequel on se trouve, il y a un résistant ou un terroriste. Donc il n'y a plus de définition du droit international, tout ce qui s'ensuit. Et en fin de compte, quand tu as pas un Philippe Cadix, on est vraiment dedans. Visionnaire le garçon. Ouais. Maintenant il est plus visionnaire, il est du temps présent. C'est plus un auteur d'SF, c'est un narrateur du temps présent. Ah, c'est bien chouette. Moi j'ai vécu à Genève 2 ans, donc je connais un petit peu, je l'ai vu vers les Paquis. Puis bon, c'est vraiment les choses de font que j'aurais atterri à Genève tous les 2-3 ans, donc voilà, puis j'ai beaucoup de potes là-bas.
Et c'est vrai que ça a méchamment changé là aussi. Nous, ça, même moi maintenant là-bas, on a eu 1 ou 2 problèmes français qui fait que je peux plus aller tranquillement vous voir, et voilà, parce que, alors qu'avant ça me donnait même pas l'idée, quoi. Voilà. Puis maintenant il y a des conventions. Alors, et la chose qui est sûre, c'est que l'Europe des keufs et l'Europe de la justice fonctionnent du feu de Dieu. On n'est pas arrivé à s'entendre sur le reste, mais alors Europe des keufs, Europe de la justice, alors là c'est grandiose. Ils ont trouvé le moyen que tout passe en. Non mais c'est vrai, ça c'est fou ça. On essaye de faire homologuer un certain nombre de choses, de machin, de correspondance, d'idées. Ça prend des années, mais quand il s'agit de ça, Tout de suite, ça va plus vite. ouais, ça va beaucoup plus vite. Fédérateur. Ah, c'est très fédérateur, ouais, c'est fou ça. Il y a pas l'Eurojust auquel la Suisse s'est accrédité, quoi. Ouais. Comment vit la Suisse actuellement là, par rapport à la crise mondiale? Alors, j'ai vu qu'Abubes qui était recapitalisé pour la 4e fois. 60 milliards. Ah, ouais, c'est pas Ça mal. fait 10 000 hein, francs ouais. par personne, par contribuable. Donc après le 2e psychodrame, on était avec les gens de... Comment ça s'appelle, les magazines, on était avec l'hebdo, là, Laurent de l'hebdo, le rédacteur en chef. Il dit que la Suisse va avoir son 2e psychodrame après Suissaire, ça va être le BS. Suissaire, ça a été quand même une tragédie nationale. La baisse aussi, ça leur prend. Parce que là-bas, vous avez une partie de l'immobilier qui a foutu le camp. Là-bas, c'était des promoteurs qui voulaient reprendre là, une partie que vous aviez fait l'année dernière. Ouais. Il y avait... Artemis. Artemis, ils veulent recréer un écoquartier en fait. Voilà, ils sont mis en accord avec plusieurs acteurs de la ville là. C'est des agents immobiliers, il y a des coopératives de logement. Et quoi, bon, ils veulent dépolluer le site puis virer les artistes, c'est ça. Le site est pollué, il y a du cyanure dessous, mais tout à coup, c'est le moment de... C'est comme par hasard le bon moment. Le cyanure est un bon prétexte. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont en train de fermer en ce moment à Genève. Donc là, à la fin de l'été, enfin, dans quelques mois, ils vont 3D. Puis là, tout le monde est d'accord, la droite est d'accord de dégager les artistes, puis la gauche est d'accord de dépolluer les sites. Parce que normalement, Genève, de mémoire, moi quand j'y étais, c'était un maire communiste. Non, là c'est un maire toujours vert, Oui, mais il n'a pas les pleins pouvoirs. Parce qu'au départ, la mairie était de nombreuses années communiste. Nous, on était avec les gens de Col de Communication quand Genève a eu ses premières filles. Ouais, c'était solide. Enfin, ça s'appelait comment Solidage. Parce que nous, on avait démarré à Genève avec l'Internet en 87, quand vous étiez au tout début à Genève, qui était une des premières villes Internet. Et d'ailleurs, les gens ne me croyaient pas quand j'ai dit Genève a un maire communiste. C'est vrai que ça faisait rire. Mais... Là, un maire vert. Ça a toujours été les ambitions de Genève, mais c'est aussi le refuge. Enfin, et après, le mec qui gère vraiment tous les trucs pénals, c'est un mec plutôt de droite. mais c'est celui qui signe toutes les expulsions, celui qui envoie les flics, comme procureur général. C'est marrant parce que nous, vous savez que là, on a une partie des protestants qui sont enterrés au temple, sont des protestants de Genève, voilà. Ah, ok, d'accord. Donc nous avons des liens, n'est-ce pas, tombeau? Voilà. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que Genève se rapproche de plus en plus de Lyon. On est quoi? On est à 1h15 à peu près maintenant. Ouais, c'est assez rapide, ouais. Enfin, 150 kg. 135 kg. Ouais, 135 kg. Mais maintenant à Genève, une personne qui squatte et qui se fait évacuer le lendemain, on lui prend son ADN. Ça a vraiment passé à un niveau... nous, l'ADN en France, c'est encore mieux. Vous êtes écouté. Voilà, c'est pareil, nous en France. Moi, j'ai été écouté plusieurs fois. Par exemple, vous êtes écouté, vous ressortez avec, même avec ou sans garde à vue, vous ressortez pour des faits pour lesquels vous n'êtes même pas retenu. Le prélèvement d'ADN est pris et demeure avec les motifs pour lesquels vous êtes entendu. Admettons, il y a un braco. Vous êtes entendu, bon, il y a 2 bracos, 23 témoins. Enfin, 23 mecs qui n'ont pas fait le braco. Eh bien, vous êtes entendu dans le champ d'inculpation donc de vol à main armée, qualifiable d'assises, et dans lequel ça va rester dans le fichier STIC pendant 30 ans, avec votre ADN. Voilà. Okay. C'est assez hallucinant, mais surtout ce qui est hallucinant, ouais, c'est ça. Donc ah non, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'État, le pire des choses, il faut bien comprendre, c'est que l'État français est le plus gros acheteur d'informatique. Les États se sont mis maintenant à acheter Dell, par exemple, sont véhiculés sur l'État français. Quand vous allez chez les poulets d'avant, avant rigolez, parce que nous, les flics français, c'était des vieilles machines. Alors, ils ont conservé les bureaux pourraves, par contre, ils ont le dernier cri, avec des routeurs Cisco, dernier cri, enfin je veux dire, c'est hallucinant, ils sont équipés du feu de Dieu. Donc les États ont découvert la puissance de feu informatique, le croisement des bases de données. Donc nous, par exemple, en France, tout le monde ne s'est pas luché avec Edwidge, une connerie sans nom.
Il y a 100 fois pire qu'Edwige. Il y a 2 fichiers en France, secret défense, parce qu'ils ont matché. Nous, en France, on a fusionné la défense et sécurité du territoire, la DST, les RG et la DCRG, en une seule entité, avec une partie de la DGSE. Et donc maintenant, tous les fichiers sensibles sont déclarés secret défense. Donc de ce point de vue-là, il y a no comment, si ce n'est que c'est le croisement d'environ 130 banques de données simultanées. URSAF, Sécu, banque, tout ça. Donc ça permet d'avoir une cartographie globale, complète de l'individu en quelques secondes. Sachant maintenant avec l'informatique, une requête sur 60 millions, c'est de l'ordre du milliseconde. Il y a encore 2-3 ans, c'était de l'ordre de 20 minutes une requête. C'est une requête en SQL, donc il fallait vraiment avoir un avis de recherche. Donc voilà, n'importe quel flic aujourd'hui est sur un terminal passif, en TCP/IP, il peut avoir immédiatement, quoi. Et c'est là où vraiment, d'où le programme d'ailleurs de la borderline qu'on poursuit avec Lucas Spira, c'est Hacking the Future, quoi. On est en train de réfléchir sur surtout la prochaine borderline. Et cette année, vous savez, l'année dernière, il y avait l'injection on avalait une gélule. Et je faisais une échographie, et dans un an, on va monter d'un crade, mais bon, ce sera avec l'accord de chacun. Ça sera donc, on s'injectera une puce RFID, soit en intradermique, soit en intramusculaire. Les gens ont le choix. Hein. Et dans la puce, il y aura beaucoup de choses qui liront. Et donc, on va apprendre à vivre avec, sachant que les Américains démarrent ça, le programme pour les enfants américains, au 1er septembre 2009. La puce RFID, c'est tout petit. Hein, la puce RFID, c'est la taille d'un crayon mine. Hein, c'est comme une mine de crayon que vous cassez, quoi. Mais ça fait réfléchir, quoi. Surtout que la puce qui est injectée au STED, c'est 2 gigas. Donc je vois pas en quoi le groupe sanguin fait 2 gigas, quoi. 2 gigas. Voilà. Et surtout que la puce RFID, oui. Ah oui, mais je vais venir le voir. Hein, ok, ça marche. La puce RFID, l'emmerde, c'est que ce qu'ont pas compris les gens, c'est que c'est pas passif. Ça émet, vous le savez. Quand vous avez un code barre. On peut être localisé partout. Voilà, quand vous avez un code barre, bon, je vais dire, ok, c'est lisible, mais il faut lire. La puce RFID, vous passez dans un airport, n'importe quoi, vous êtes clusterisé en gros, on est clusterisé entre 50 à 80 mètres. Voilà. Donc c'est complètement hallucinant, quoi. Mais c'est simple, nous qui sommes des fans avec Pierre d'SF ou d'anticipation, il n'y a plus rien. Ça fait un nombre de réflexions, quoi. Et je pense qu'on l'aura, nous, en Europe, 2010-2011, il y avait déjà 2 projets qui ont été tacitement acceptés pour la protection des citoyens. Toujours pareil, on va indiquer qu'il y a notre dossier médical, qu'il n'y aura plus d'erreur médicale. Ça part dans le bon sentiment, toujours. Et donc, nous, dans tout le programme de la borderline de 2009, c'est déjà demain, quoi. C'est-à-dire de dire comment on peut fucker le futur en entrant dedans. Donc, en fin de compte, il faut s'injecter. C'est l'histoire du cheval de Troie. Enfin, nous, on est très 5e colonne. C'est-à-dire de dire il faut rentrer au cœur du système pour après déverrouiller le système. D'où la déconstruction. Enfin, c'est un peu la logique de Derrida. Hein. Et ça a beaucoup réfléchi au niveau de la demeure du chaos. C'est de dire, au même titre comme dans l'Internet, on essaye maintenant de ne plus avoir de numéro d'IP, d'être dans l'Internet profond. C'est-à-dire d'être en dehors de numéros d'IP localisés, quoi. Donc c'est de dire, bon, les États ont des puissances de feu énormes, comprenons et décryptons la science plutôt que de dire niet. De toute façon, le législateur n'arrivera pas à se battre, c'est rempilé pour mieux sauter. Donc essayons de voir, par exemple, avec les puces RFID, ce qu'on peut faire. Il y a des tas d'autres raisons, quoi. Donc c'est sous cet angle-là qu'on va travailler, quoi. Donc tout le monde peut réfléchir autour dessus, quoi. Voilà. Ça démarre l'année prochaine. Voilà, absolument. Puis je pense qu'on va la réduire, on va faire 30 jours, mais on sera tous, je pense qu'on fermera le site. On trouvera une solution juridique pour faire une sorte de Finlandster pour que les flics puissent pas venir avec une commission rogatoire ou ailleurs. Et donc après, ce sera expérimental, quoi, voilà. Dans votre livre, vous dites que Internet est le fils légitime de Proudhon. Et le fils illégitime ou légitime de Proudhon et de Bakounine. De Bakounine. Est-ce que vous pensez que vous, avec vos activités, vous êtes aussi dans ce registre? Oui, parce que notre rapport avec l'anarchie. Notre rapport, c'est que depuis 1987, on a toujours, avec l'ICANN et avec différents organismes, plaidé pour un Internet qui ne soit pas intragouvernemental. Et donc, on a créé Net Nobility il y a près de ça 19 ans, qui permet effectivement, dans un certain nombre de gens où on a, nous, été les pionniers de l'Internet en 87, de faire en sorte que l'Internet échappe aux législations nationales ou supranationales. Et donc, on met des machines à contribution, on met des gros moyens en contribution, parce qu'on estime que c'est l'Internet, vraisemblablement, qui pourra nous sauver, entre guillemets, d'un gouvernement mondial qui est en train de se mettre sous notre nez. Comme là, le nouvel ordre mondial qui se dessine en finance, ne rêvons pas. L'histoire est écrite et on connaît déjà le déroulé. Donc pour nous, Internet, c'est mettre à contribution des scientifiques, des gens, et de réfléchir et de lutter. Et je pense que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'Internet, même si aujourd'hui c'est devenu un mass média avec 1,5 milliard d'individus, c'est toujours la culture des pionniers. Et ça, ils l'ont vraiment pas compris du tout. Et donc, il y a toujours les mêmes enragés. Bon, en plus, il y a des gens sur Internet qui ont fait un grand bout de chemin, mais dans lequel on a connu l'exil, l'incarcération, un certain nombre de merdes. Donc, il y a vraiment des chiens enragés.
Et on les emmerdera vraiment, vraiment longtemps. Et je pense qu'ils n'ont pas compris Internet. Ils ont peut-être là, ce que j'aurais dit, vous avez peut-être la puissance de feu de nous niquer ou de nous affronter frontalement, mais il vous manque une seule chose, les mecs, c'est la culture. C'est comme, j'ai une vieille expression, on peut être l'homme le plus riche du monde, on n'apprend pas le russe en 15 jours. Et donc ça, ils n'ont pas pigé ça. Et là où on peut les niquer, c'est qu'il y a une putain de culture sur Internet, et c'est le seul truc, ce que je dis souvent j'enseigne entre autres dans un DSS un peu particulier, où je leur dis, dans l'histoire de l'information, c'est le seul média qui est devenu un média de masse, mais dans lequel la culture des pionniers est vraiment encore plus forte que jamais. Alors que la plupart des médias, dès qu'ils deviennent mass médias, les pionniers se cassent soit avec un chécos au cul, soit ils dégomment, mais dans tous les cas, la culture est encryptée vu que ça devient un média de masse. Et dans Internet, le média est toujours aussi compliqué. Et c'est ça qui est génial, c'est ce qui peut nous sauver. Mais par exemple, en Chine, dans d'autres pays, ils ferment les tuyaux. Ouais, mais en réalité, justement, en Chine, on peut passer. Justement, un mec qui se démerde bien en Chine ou ailleurs, ou même dans des pays comme l'Indonésie ou ailleurs, hein, il y a des pays où, de toute façon, maintenant, ne rêvons pas, les pays durs, tous les pays déjà, sont en train de faire une sorte d'intranet global. C'est-à-dire, finalement, de faire un firewall global à l'échelon du pays pour filtrer, capter, et finalement, ne laisser rentrer ou sortir que ce qu'ils veulent. C'est un intranet pays, hein, finalement. Alors, ils disent qu'après, c'est super sophistiqué. On a des exemples actuellement avec le Qatar ou ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est un intranet à très haut débit, mais qui filtre totalement. Seul problème de l'Internet, ils oublient qu'en fin de compte, l'origine de l'Internet, c'est ARPANET. Et qu'en dehors des 13 serveurs Racine, il faudrait aller filmer vers le bunker, là, dans lequel j'ai fait une carte de l'Internet un petit peu particulière, hein, qui nous a valu 2 convocations chez le magistrat instructeur. Et il existera toujours un Internet autre. C'est ça la grande force pour le moment. Putain, pourvu que ça dure. C'est que vraiment, et nous, les uns et les autres, on met beaucoup de notre fortune personnelle et notre temps pour que cet Internet vraiment anarchique au sens le plus structurel du terme, c'est-à-dire vraiment une autoresponsabilité de chacun, puisse survivre en dehors des États, des facultés, des pseudo-scientifiques et de tout ce qui s'ensuit. Et ça marche. Et ils n'arrivent pas à le trouver. Hein. C'est ça qui est con. Ouais, je pense que l'Internet, c'est vraiment ce qui peut encore... C'est une forme de métaphore du divin, si c'est le divin lui-même. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans Internet. Vous l'avez dit. Et que les États n'arrivent pas à comprendre. Ils mettent des grosses puissances de feu central, mais ils sont très bêtes là-dedans. Donc prions, si toutefois ils ne répondent pas aux abonnés absents, pour qu'ils soient toujours aussi bêtes. Donc, tu veux pas comment est-ce que nous on a des spécialistes pour prendre des prises en oubliant toujours les batteries. Ok. Ah ouais. Ok. Mais disons qu'il y a de quoi faire ici, on pourrait y passer là, tu des sais. semaines et... C'est affreux. Au revoir, merci. Bye bye.